Il y aura quelques cadres rendez-vous dans la deuxième partie d'Actu Matin. Vous savez déjà qu'à la fin, on a toujours la revue de presse. Ce sera cette fois-ci avec Vigila Rodegnon. L'espoir Narcissa Lossé sera au rendez-vous, certainement pour nous parler de la grande fête qu'il y a eu au stade de l'Amitié hier. Ouvrez les guillemets avec Modeste Toforosso, pardon. C'est le rendez-vous, la littérature sur Actu Matin. Éducation avec Rosalie Adier. Je vous annonçais qu'on parlerait fondamentalement de ces résultats du certificat d'études primaires. Mais à l'instant, voici chez vous la page invitée. C'est Dami Médégan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être là ce matin. Vous êtes un soutien à Patrice Talon. Vous êtes sur mon plateau pour apprécier un peu son grand oral de ce mardi soir-là. Bienvenue sur cette émission. Nous n'allons pas tout aborder. Vous pouvez bien le deviner. Pour ce qui est des sujets évoqués lors de ce fameux débat, juste 2 ou 3. La posture, par exemple, du chef de l'État. Les thématiques comme la lutte contre la corruption, le référendum avec les femmes qui ont été abandonnées quelque peu par le chef de l'État, le social, la grande plainte et complainte des Béninois contre le système Talon. Encore une fois, merci d'être là. D'abord, comment est-ce que vous aviez vu le chef de l'État le mardi soir? Un leader charismatique, ce qu'il a toujours été. Leader charismatique qui indique la direction tout en galvanisant les troupes, tout en nous redonnant du courage. Est-ce que vous avez trouvé peut-être un chef qui planait, qui savait trop, qui maîtrisait un peu trop, à la limite donneur de leçons? Vous attendez quoi d'un chef de l'État? Qu'il ne connaisse pas bien ce dossier? Alors quand vous dites planer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un terme qui peut prêter à confusion. Je n'aime pas trop ce terme. Dominateur par exemple. Mais c'est notre leader. S'il ne prend pas un peu de hauteur, s'il n'est pas pointu sur la plupart de ces dossiers, comment est-ce qu'il est capable de nous indiquer la direction? Nous avons été habitués à des leaders beaucoup moins charismatiques, à des leaders beaucoup moins impliqués dans les dossiers, effectivement, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de rêver de l'excellence et de profiter d'un chef de l'État qui met la barre à ce niveau-là. C'est aussi un leader, un bon leader à votre avis, le chef qui justifie tout, qui justifie toutes ses actions? Alors, est-ce qu'il justifie toutes ces actions ou bien la population est en demande? Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Pendant très longtemps, il a été accusé de ne pas communiquer sur ses actions. Il a été accusé de ne pas donner assez d'informations. Et maintenant, on va dire qu'il en fait trop. Il a juste essayé de redresser la barre d'une certaine manière, d'expliquer à ses concitoyens dans quelle direction il compte nous emmener et de nous donner des détails afin de nous convaincre. Est-ce qu'on a revu est-ce que vous avez revu Patrice Talon, l'homme trop parfait, l'homme trop minutieux, l'homme trop carré, l'homme trop à la limite robotisé? Pas du tout. Moi j'ai vu un très bon chef d'État. Il était souple? Qu'est-ce que vous appelez souplesse? Décidément, vous ne comprenez pas. Enfin, vous ne comprenez pas grand mot. Qu'est-ce que vous appelez souplesse? Parce qu'il a abordé des dossiers, il a abordé des points, il a donné des informations pour que nous comprenions ces points-là, pour que nous comprenions dans quelle direction il souhaite nous mener. De quelle souplesse vous parlez? Il a été ce qu'il devait. Il a été juste dans ses propos, il a été droit dans ses bottes et il nous a indiqué la direction résolument. Et nous l'avons mandaté pour ça. Il est le leader, il est notre chef de l'État, c'est lui qui il a reçu le mandat pour nous dire dans quelle direction il compte nous emmener. Et nous avons le devoir de le suivre, parce que si ça s'améliore pour le Bénin, ça s'améliore pour nous, ça s'améliore pour nos enfants. C'était l'homme parfait, au fait. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un très bon leader et qui nous a indiqué la direction avec le charisme nécessaire pour galvaniser les troupes. Ça, c'était la forme du débat. Allons dans le fond. La lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez vu un Patrice Talon convaincant? Très. Est-ce que c'est Patrice Talon qui est convaincant ou de toute façon les actions qui sont posées pour... les actions sont à polémique et vous le savez vous aussi. Sont à polémique pour ceux qui veulent entretenir la polémique. Parce qu'il n'y a pas de polémique, il fallait bien commencer quelque part. Des députés, pour la première fois dans ce pays, ont vu leur immunité enlevée. Alors, moi, je suis née à la fin des années 70, vous voyez, et je ne pouvais même pas imaginer que cela était possible parce que le Parlement ou même les fonctions au gouvernement sont devenues le refuge de nos dirigeants afin qu'ils puissent se cacher ou agir sans craindre de répondre de leur travers et tout. Or, nous sommes dans un modèle totalement perverti aujourd'hui où nos
nos dirigeants, pendant des années, se sont servis dans les caisses de l'État, sans en répondre, en toute impunité. Alors, est-ce qu'on va se plaindre au jour d'aujourd'hui que quelque chose soit fait, que nos députés aient eux-mêmes saisi l'opportunité de se mettre, comment on appelle, d'accepter d'être jugés? On ne s'en plaît pas, on demande juste une équité. Quand on frappe dans un camp, qu'on frappe aussi dans l'autre. C'est ce qu'on attendait, c'est tout. D'abord, on vient de commencer la lutte contre la corruption, l'action qui consiste à lever l'immunité des dirigeants qui sont protégés par cela vient de démarrer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fallait bien démarrer quelque part. Moi, c'est ce que je retiens. On a démarré quelque part et ce n'est qu'un début. Vous connaissez l'adage, la charité bien ordonnée. Là, en l'occurrence, ce n'est pas de la charité. C'est une expression. Là, en l'occurrence, ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité. Alors, sur la caporalisation du système judiciaire, avec cette invasion du système, enfin, pas du système, du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que ceux qui aiment la République ne devraient pas s'inquiéter quelque peu? De quoi? Vous savez, moi, depuis quelque temps, depuis que je suis revenue au Bénin, j'ai toujours vu la justice en grève. J'ai toujours vu la justice contester quelque chose, contester contre les actions du gouvernement. Et nous avons vécu, nous sortons à peine de mois de contestation. Alors, vous pensez que cette justice, comment est-ce qu'on peut penser que cette justice est caporalisée avec le bras de fer qu'il mène avec le gouvernement actuel? La justice béninoise, en ce moment, on peut, en tout cas, moi je pense personnellement qu'on peut la qualifier de ce qu'il y a de plus libre, puisqu'elle est capable de dire non aux actions du gouvernement. Aujourd'hui, elle n'est plus capable. Et non seulement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, elle n'est plus tellement en nombre supérieur suffisant pour défendre en tout cas ses intérêts. Par exemple, on a 4 politiques qui viennent s'ajouter à 3 de ces ministres et puis le chef de l'État lui aussi qui est président. Dis donc, c'est une instance politique désormais et non pour décider de la justice. Alors déjà, je voudrais revenir à quelque chose. Nous avons, le chef de l'État lors de sa première année, en avril 2017, a demandé que qu'on appelle le pouvoir du chef de l'État, les responsabilités, la mainmise du chef de l'État de notre nation, du Bénin, dans certaines institutions, soit diminuées. Cela a été refusé. De quoi est-ce qu'on se plaint aujourd'hui? Il a juste joué de ses prérogatives. Et la Cour suprême... Et vous me laissez terminer. La Cour suprême aujourd'hui, pendant très longtemps, a été un refuge uniquement de magistrats. Mais la Cour suprême n'est pas là pour régler seulement les problèmes liés, les problèmes de justice. La Cour suprême est là pour décider de la carrière des magistrats. Mais ceci concerne en fait l'ensemble du pays. La justice est au service du pays. Alors pourquoi est-ce que tous les acteurs les plus importants de ce pays ne pourront pas participer à comment organiser la justice? Je crois que c'est le coordonné qui doit s'occuper de confectionner justement les chaussures. Si on appelle un vulgarisateur, il ne fera pas la même chose de toutes les façons. Alors venons-en justement sur cette proposition, sinon cette promesse faite par le chef de l'État. Vous dites qu'il avait promis retirer en tout cas la présence du chef de l'État dans un certain nombre d'organes sur lesquels il pesait par le passé, que parce que la révision de la Constitution a échoué, ben qu'il devrait continuer à bénéficier de ses prérogatives. Et non seulement il ne bénéficie pas seulement que des prérogatives, mais il s'arroge d'autres en plus. N'oubliez pas, je l'ai dit, il y a 4 autres personnes qui s'ajoutent, désormais plutôt que d'une seule personne, plus ces ministres. Ce n'est pas ce qui était prévu initialement. À défaut de respecter sa parole. Je suis désolée. Vous savez, nous sommes tous, le chef de l'État, comme tout Béninois, est soumis à la Constitution, n'est-ce pas? Il a demandé à ce que dans la Constitution diminue les prérogatives du chef de l'État. Il n'a pas eu l'adhésion. Et cela n'a pas rencontré l'adhésion. À partir de ce moment... Est-ce qu'un leader, quand il n'a pas l'adhésion pour sa vision, est-ce qu'il renonce à sa vision? Il n'y a pas renoncé. Mais puisqu'il a augmenté le nombre de personnes... Mais il n'y a pas renoncé. Mais il use de ses droits. Il utilise ses droits. Je suis désolée. Il n'y aura pas le référendum. Je me dis, les premières personnes à vraiment s'en désoler, ça devrait être les femmes. Il n'y aura pas référendum.
Pourquoi il n'y aura pas référendum? Il n'y aura pas référendum parce que les députés, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'au référendum. Parce que ce qui a été demandé... On avait aussi l'occasion d'y aller. On avait l'occasion d'y aller. Le chef de l'État est notre leader, n'est-ce pas? Il a jugé, il a le devoir de rester au-dessus des passions. Il n'a pas le droit de prendre part pour tel partisan ou tel partisan. Et il a à cœur de mener une gestion impartiale de nos ressources, objective de nos ressources, rationnelle de nos ressources. Donc, en tant que leader, il a pris en compte tous les avis, ceux de ceux qui sont pour la révision, ceux qui sont pour le référendum, ceux de ceux qui étaient contre le référendum. Et il a jugé pour tout le monde. Il estime que l'intérêt supérieur, l'intérêt collectif est au-delà de ça, parce que le budget qu'il faudra consacrer à ça n'est pas, au jour d'aujourd'hui, peut-être employé à des fins beaucoup plus utiles, ce qui est tout à fait normal. Qui ne saurait comprendre ça? Il n'a pas abandonné les femmes. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que les femmes ont été abandonnées. Le combat des femmes pour la représentativité est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un combat il faut commencer quelque part. On est bien d'accord. Comme vous le dites si bien. Absolument. Oui. On aurait bien aimé commencer quelque part. Mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Le débat, la législature, l'Assemblée nationale n'est pas un organe figé dans le temps, n'est-ce pas? Et de toute façon, nous allons vers d'autres élections législatives. Et ce que nos aînés ont refusé de faire, une nouvelle génération va arriver et va l'appliquer. Je n'ai pas peur, moi, parce que ce que nos députés ont oublié, c'est que c'est inscrit dans leur mandat. Ils ont le devoir d'adapter la Constitution au progrès, aux évolutions de la société, à l'évolution du temps. Et en fait, ils se sont juste eux-mêmes refusés, ils se sont interdits de refuser. Les mêmes tests disent, par exemple, que sur un certain nombre de sujets, vous n'avez pas le quitus total. Il faut retourner voir le peuple. Et on vous a demandé d'aller voir le peuple. Vous avez jugé bon de ne pas y aller. Ça ne devrait pas être la faute de ceux qui demandent d'aller voir le peuple. On a jugé qu'il y avait d'autres moyens, qu'il y avait d'autres priorités aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont les écoles, qui sont les hôpitaux, les routes, qui sont exactement. Et en fait, nous avons aujourd'hui des besoins vitaux, n'est-ce pas? Mais on n'a pas dit que le débat était terminé. C'est ça. On a dit que les choses continuent. On va y revenir. Le volet social. Les femmes ne devraient pas aussi être contentes, parce qu'on demande encore de serrer la ceinture là. Et la première personne qui souffre, c'est les femmes. Vous savez, sur le volet social, j'aime bien raconter l'histoire de ma grand-mère, qui tout le temps, quand elle me raconte comment est-ce qu'elle a élevé ses enfants, ses filles, elle me dit toujours, mais tous les matins, je priais pour que j'ai toujours dit que les enfants ne souffriront pas ce que j'ai souffert. Moi, j'ai toujours entendu mes parents dire ça. Et j'estime que, et moi déjà à mon niveau, j'ai dit ça, mes enfants ne subiront pas ce que j'ai subi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les parents sont prêts à se sacrifier, à faire les efforts nécessaires pour que les enfants aient un avenir meilleur. Et collectivement, c'est exactement la même chose. Nous avons marché sur la tête depuis un certain nombre d'années. Il faut bien s'arrêter à un moment pour créer de la richesse afin que nos enfants puissent en bénéficier. Les générations passées ne l'ont pas suffisamment fait. Les générations passées n'ont pas suffisamment créé de ressources, à l'instar de d'autres pays qui ont sacrifié des générations, qui, à l'exemple de la Chine, où les premières générations ont travaillé dans les usines pour 2 francs, 3 francs, des journées entières. Mais aujourd'hui, on sait que la nouvelle génération, les Chinois d'aujourd'hui, les jeunes Chinois ont de grands salaires, on profite de la richesse que les parents se sont arrêtés pour créer. Et nous, la génération d'aujourd'hui, nous sommes prêts à ce sacrifice-là parce que nous avons déjà consommé notre marge de manœuvre. Le Bénin, pour demain, le Bénin de nos enfants est à notre portée. Mais nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires. Pourquoi on devrait se sacrifier pour ceux qui ont fait des erreurs hier? C'est aussi la question que certains peuvent se poser. Pourquoi on devrait se sacrifier pour ceux qui ont fait les... Alors, si on ne se sacrifie pas, c'est comme si vous me dites qu'on est au bord du précipice et que on sait tous que le pas d'avant, c'est de tomber dans le gouffre et vous dites, mais pourquoi est-ce que moi je devrais m'arrêter? Mais poussez-vous et vous tombez dans le gouffre. Bon, voilà. Madame Sedami Medega, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'autre volet.